Auckland, avril 1968, 2 jours après l'assassinat de Martin Luther King. Bobby Hutton est mort la nuit d'avant, abattu par la police dans une ruelle de West Auckland. Il avait 17 ans. Il s'était rendu, les mains levées, torse nu pour prouver qu'il n'était pas armé. Eldridge Cleaver, lui, a survécu à la fusillade. Il était là, il a vu Bobby tomber. Et dans les heures qui ont suivi, blessé, menotté, conduit à l'hôpital sous escorte policière, il a pris une décision. Il allait tout brûler. Le parti, le pays, sa propre vie, s'il le fallait. On ne lui reprendrait plus rien sans qu'il y mette le feu. Eldridge Cleaver est peut-être la figure la plus inconfortable du Black Panther Party. Pas parce qu'il a trahi, il l'a fait, mais ce n'est pas le plus important. Parce qu'il incarne quelque chose que le mouvement voulait ignorer. La rage pure, sans doctrine, sans programme, sans lendemain réfléchi. Son livre « Soul on Ice » a été lu par des millions de personnes dans le monde. Il a préfacé l'édition française des Damnés de la Terre de Frantz Fanon. Il a été candidat à la présidence des États-Unis. Il a vécu en exil à Alger, à Paris, à La Havane. Il s'est converti à l'islam, puis au christianisme évangélique, puis au mormonisme. Il est mort en 1998, seul, pauvre, oublié. Voici son histoire. Eldridge Cleaver naît le 31 août 1935 à Wabaseka, Arkansas, un village de coton dans le Delta. Ses parents migrent vers Los Angeles quand il a 8 ans, pas pour fuir la ségrégation, mais pour la trouver sous une autre forme. Son père joue du piano dans des bars, sa mère est institutrice, la famille n'a pas grand-chose, mais elle a des livres. Eldridge lit. Il lit beaucoup, trop vite, avec une faim qui ressemble à de la colère. Sa mère dira plus tard qu'il était un enfant impossible à contenter. Pas turbulent, pas violent, insatisfait. Comme si chaque chose qu'on lui donnait était déjà trop petite pour ce qu'il voulait. Elle ne savait pas comment remplir ce vide-là. À 14 ans, il est arrêté pour la première fois. Possession de marijuana. Il passe par plusieurs établissements pour mineurs. À 18 ans, retour en prison pour trafic de drogue. C'est en prison qu'Eldridge Cleaver devient Eldridge Cleaver. Il lit Malcolm X, Marx, Thomas Paine. Il lit Voltaire et les philosophes des Lumières avec une ironie particulière. Ces hommes qui avaient théorisé la liberté universelle pendant que leurs contemporains vendaient des Africains. Il correspond avec des avocats, des étudiants, des militants. Il écrit des pages et des pages dans sa cellule de San Quentin, puis de Folsom. Les prisons californiennes des années 1950 et 1960 sont paradoxalement des lieux de politisation intense pour les hommes noirs. Les Nation of Islam y recrutent activement. Des cercles de lecture se forment entre détenus. Des débats politiques ont lieu dans les préaux. Cleaver absorbe tout ça. Il n'adhère pas à la Nation of Islam, il en garde ce qui l'intéresse et rejette le reste. Cette capacité à piocher sans se soumettre à une orthodoxie le distingue des autres prisonniers politisés de sa génération. Elle lui donnera une voix singulière et un manque de discipline idéologique qui lui coûtera cher plus tard. Et il commet des viols. Il l'écrira lui-même dans Soul on Ice avec une franchise dérangeante. Il a violé des femmes blanches comme acte de rébellion politique. Et c'est l'une des phrases les plus révoltantes jamais produites par un militant des droits civiques. Et pourtant, ce livre a été étudié dans des centaines d'universités américaines. Ce point mérite d'être dit clairement. Cleaver a rationalisé ces viols comme des actes révolutionnaires contre l'ordre blanc. Cette rationalisation est moralement inacceptable. Elle a été critiquée par des féministes noires comme Bell Hooks et Angela Davis, qui ont refusé que la lutte contre le racisme serve à couvrir la violence contre les femmes. Ces critiques sont justes, elles font partie de l'histoire. Cleaver sera libéré sur parole en 1966, en grande partie grâce à Beverly Axelrod, une avocate blanche qui était devenue sa correspondante, puis sa compagne. C'est elle qui a transmis ses manuscrits à des éditeurs. Soul on Ice paraît en 1968. Il devient un best-seller immédiat. En 1967, Cleaver rejoint
le Black Panther Party. Huey Newton et Bobby Seale l'ont lu en prison. Ils voient en lui quelque chose d'utile, une plume, une voix, un homme qui sait mettre des mots sur une rage que beaucoup ressentent sans pouvoir la formuler. Il devient ministre de l'information du BPP. Son travail est de communiquer vers l'extérieur, vers la presse, vers les alliés potentiels. Et là, Cleaver est brillant. Il parle aux journalistes blancs avec une maîtrise qui les désarçonne. Il négocie des alliances avec des organisations de la gauche radicale blanche. Il sait aussi ce que Newton et Seale ne savent pas faire aussi bien, séduire la presse nationale. Il donne des entretiens au New York Times, au Ramparts Magazine, à la radio publique. Il choisit ses mots pour provoquer, pas au hasard, mais avec précision. Il sait exactement quelle phrase va faire la une et laquelle va rester dans les archives. C'est un talent rare chez un militant de cette époque et le FBI le prend au sérieux. Des mémos de J. Edgar Hoover mentionnent Cleaver, nommément comme l'une des figures à neutraliser en priorité. Pas parce qu'il tire, mais parce qu'il parle. C'est Cleaver qui forge les premiers liens formels entre le BPP et le Peace and Freedom Party, un parti de gauche antiraciste. En 1968, il se présente à l'élection présidentielle sous cette étiquette, obtenant environ 36 000 voix dans les États où son nom figure sur les bulletins. Il a 32 ans, pas l'âge constitutionnel requis de 35. Sa candidature est symbolique, mais elle place le BPP dans le débat national. Cleaver fait aussi quelque chose que peu d'Américains font à l'époque. Il lit Fanon sérieusement, pas en touriste intellectuel. Il voit dans Les damnés de la Terre une grille de lecture directement applicable aux ghettos de Los Angeles, d'Oakland, de Chicago. La colonie n'est pas en Afrique, elle est à l'intérieur des frontières américaines. En 1968, Cleaver rédige la préface de l'édition américaine du livre de Fanon. Ce texte sera traduit en français. Pour nos auditeurs francophones, c'est un moment rare. Un militant noir, américain, qui introduit Fanon à un public anglophone, alors même que Fanon était martiniquais, formé en France, et que son œuvre avait été construite depuis Alger. Il y a une circularité dans cette histoire qui mérite qu'on s'y arrête. La violence des colonisés contre les colonisateurs n'est pas la même chose que la violence des colonisateurs. C'est ce que Fanon dit, c'est ce que Cleaver a retenu, et c'est aussi, en partie, ce qui lui servira à justifier des choses qu'il n'aurait pas dû. La nuit du 6 avril 1968 scelle le destin de Cleaver dans le BPP. Une embuscade, les circonstances exactes restent disputées entre la version des Panthers et celle de la police d'Oakland. Bobby Hutton est tué. Cleaver est blessé, arrêté. Son parole est révoquée. Il refuse de retourner en prison. En novembre 1968, il disparaît. Destination, Cuba d'abord, puis Alger. 1969, Eldridge Cleaver ouvre la section internationale du Black Panther Party dans la capitale algérienne. C'est un moment extraordinaire. L'Algérie de Boumedienne est la capitale du tiers-monde en lutte. Des délégations de libération nationale du Vietnam, de la Palestine, d'Afrique subsaharienne y ont des bureaux. Cleaver s'y installe avec Kathleen, sa femme enceinte, et constitue autour de lui une petite cour de militants exilés. Le bureau d'Alger devient un centre de ralliement pour les Black Panthers, en fuite, et les déserteurs de l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Cleaver négocie avec le gouvernement algérien un statut quasi diplomatique. Il donne des interviews à la presse internationale. Il est reçu à Cuba par des officiels castristes, en Corée du Nord, en Chine. Mais l'exil est une cage dorée. Cleaver n'a pas d'organisation. Il a une tribune et des contacts diplomatiques, mais pas de base. Oakland est loin. Les décisions se prennent sans lui. Et Huey Newton, libéré de prison en 1970, reprend le contrôle du parti avec des idées qui divergent profondément de celles de Cleaver. Newton veut abandonner l'insurrectionnisme, construire des institutions, enraciner le parti dans les communautés, travailler à l'intérieur du système politique. Cleaver, depuis Alger, pousse à la guerre ouverte. Il appelle à des attaques armées contre les forces de l'ordre américaines. Il pense que la révolution est possible, ici, maintenant, par la force. Huey a abandonné la révolution. Il a vendu le parti pour quelques programmes sociaux et quelques subventions fédérales. Si vous mangez le petit déjeuner du gouvernement, vous êtes le petit déjeuner du gouvernement. La rupture est publique, violente et mortelle. En 1971, Newton expulse Cleaver du BPP depuis Oakland.
Des partisans des deux camps s'entretuent dans les mois qui suivent. Le FBI a activement alimenté cette fracture. Fausses lettres, rumeurs, informateurs. Mais la haine entre Newton et Cleaver n'avait pas besoin d'aide extérieure pour grandir. L'organisation que Bobby Seale et Huey Newton avaient déconstruite en 18 mois ne survivra pas à cette guerre intestine. À Alger, les années passent et Cleaver s'isole. Le gouvernement algérien se lasse de lui. En 1972, lors d'un incident resté obscur, ces hommes séquestrent et dévalisent une délégation guinéenne. Cleaver nie toute implication directe. Alger lui retire son statut. Il s'installe à Paris. Paris, 1973-1975. Cleaver fréquente les milieux intellectuels de la gauche française. Il rencontre des éditeurs, des philosophes, des journalistes. Mais il boit. Il se drogue. Kathleen s'épuise. Leur mariage tient par habitude et par nécessité géographique. L'exil ronge les gens différemment. Certains y trouvent une clarté que leur pays d'origine ne permettait pas. Cleaver, lui, s'y perd. Il n'avait pas la patience de l'exilé long terme. Il avait besoin d'un adversaire concret, d'une rue, d'une confrontation. À Paris, il n'avait que du temps. En 1975, il rentre aux États-Unis. Spontanément, sans négociation préalable. Il se rend aux autorités à New York. Il dit avoir eu une vision religieuse sur sa terrasse parisienne. La lune lui a montré des visages, Marx, Mao, puis Jésus-Christ. C'est là que commence la partie la plus déconcertante de sa vie. Les charges contre lui sont finalement réduites à une liberté conditionnelle pour la fusillade de 1968. Il ne retourne pas en prison et il se convertit. D'abord au christianisme born again. Puis il rejoint l'église de l'unification de Sun Myung Moon. Puis il se dit mormon. Ses anciens camarades regardant ça avec une combinaison de stupeur et de dégoût. Kathleen s'en va. Ses enfants grandissent loin de lui. L'homme qui avait écrit que la religion était l'opium des peuples opprimés se retrouve à parler de salut devant des congrégations évangéliques de banlieue blanche. Comment lire cette trajectoire ? Certains y voient une capitulation, un retournement idéologique de la pire espèce. D'autres, peu nombreux, y voient la cohérence d'un homme qui a toujours cherché une structure d'appartenance totale, un cadre qui le contienne entièrement. Il n'a pas trouvé ça dans le marxisme, il n'a pas trouvé ça dans le BPP. Il a continué à chercher jusqu'à la fin, dans des directions de plus en plus improbables. Ce qui est certain, c'est que le virage à droite n'est pas uniquement religieux. Il est aussi pratique. L'Amérique conservatrice des années Reagan offrait à Cleaver ce qu'il n'avait plus nulle part ailleurs. Une audience, une scène, des gens qui voulaient en entendre. Le repentir du révolutionnaire noir était un spectacle que la droite américaine était prête à financer. Dans les années 1980, Eldridge Cleaver apporte son soutien public à Ronald Reagan. Il critique l'aide sociale comme un instrument de dépendance pour les Noirs américains. Il parle d'élections dans des meetings républicains. Il candidate au Congrès en 1986 sous l'étiquette républicaine dans le district de Berkeley. Il obtient moins de 4% des voix. Dans les dernières années de sa vie, Cleaver est arrêté plusieurs fois pour possession de drogue. Il travaille à des projets de mode, il dessine des pantalons avec une pochette frontale pour exhiber le sexe masculin, qu'il commercialise sous le nom Cleaver Sleeve. Le projet échoue. Il vit de conférences universitaires et de l'aide de proches. Il meurt le 1er mai 1998 à Pomona, Californie. Cause officielle. Complications cardiaques. Il avait 62 ans. Comment tenir ensemble ce personnage-là ? Soul on Ice reste un document littéraire important. Peu de textes de cette période ont capturé avec autant de précision la psychologie de la honte racialisée. Ce que ça fait de grandir dans un pays qui vous enseigne que votre corps, votre histoire, votre pensée valent moins que ceux des Blancs. C'est un livre qui blesse en vous touchant. Et c'est aussi un livre qui contient des passages moralement révoltants, écrits par un homme qui a fait des choses révoltantes. Ces deux vérités coexistent. Elles ne s'annulent pas. Sur le plan politique, l'héritage de Cleaver est net à défaut d'être glorieux. Sa rupture avec Newton a fracturé le BPP à un moment où le parti était déjà sous assaut de COINTELPRO. Sa posture insurrectionniste a fourni au FBI des arguments pour criminaliser l'ensemble du mouvement. Son virage à droite dans les années 1980 a été utilisé par des adversaires du mouvement comme preuve que la révolution des Panthers n'était que du ressentiment sans fondement idéologique réel. Il y a aussi la question des femmes. Kathleen Cleaver a consacré des décennies à documenter l'histoire du BPP.
avec rigueur académique. Elle est aujourd'hui professeure de droit et l'une des mémoires les plus précises du mouvement. Elle l'a fait en grande partie malgré Eldridge, pas avec lui. Son travail mérite d'être distingué du sien. Soul on Ice pose un problème littéraire et moral réel que les universités américaines ont mis du temps à nommer clairement. Pendant des décennies, le livre a été enseigné comme un classique de la littérature afro-américaine, parfois sans que les passages sur les vols soient discutés frontalement en cours. C'est un choix pédagogique contestable. Un texte peut être important sur le plan historique et littéraire et contenir des passages qui décrivent des actes criminels que l'auteur présente comme légitimes. Les deux choses sont vraies. Ignorer l'une pour préserver l'autre est une forme de malhonnêteté intellectuelle que ni le mouvement noir ni la critique littéraire ne s'est sorti indemne. La question de la violence dans Soul on Ice est aussi une question sur ce que nous demandons aux victimes. Les femmes violées par Cleaver ne sont pas nommées dans le livre. Elles sont des abstractions dans son récit de révolte. Cette invisibilisation n'est pas un accident de style, c'est une posture politique. Et elle a été acceptée ou tolérée par des pans entiers du mouvement qui auraient dû la refuser. Eldridge Cleaver incarne un paradoxe que le mouvement noir américain n'a jamais vraiment résolu. La radicalité la plus vive peut coexister avec les formes les plus brutales d'oppression interne. La révolution contre le racisme n'était pas automatiquement une révolution pour les femmes. Ce n'est pas une anecdote, c'est une fracture structurelle. Cleaver n'est pas une figure rédemptrice. Il n'y a pas de rédemption propre dans cette histoire. Il y a un homme qui a vu quelque chose de juste, qui l'a dit avec une force rare, et qui a ensuite brûlé tout ce qu'il avait construit, et d'autres avec lui. Ce n'est pas moins intéressant pour ça, c'est juste plus difficile à tenir. Pour nos auditeurs francophones, une note, Cleaver a vécu à Paris 2 ans, fréquenté des intellectuels français, lu des ouvrages publiés en France. Et pourtant, sa réception en France est restée limitée par rapport à celle d'Angela Davis ou de Malcolm X. Peut-être parce que sa trajectoire ne permettait pas la récupération militante simple. Peut-être parce que les contradictions d'un homme qui viole et révolutionne en même temps ne trouve pas de case commode dans les débats politiques français de l'époque. Peut-être aussi parce qu'il avait fini par soutenir Reagan. Il y a pourtant un moment où la France et Cleaver se sont croisés de façon concrète. En 1973, installé à Paris, Cleaver donne une série d'entretiens à la presse française. Le Nouvel Observateur, Libération qui venait d'être fondée. Ces entretiens circulent dans les milieux de la gauche radicale française. Il rencontre Jean Genet, qui avait soutenu les Panthers depuis 1970 et voyagé aux États-Unis pour les défendre. Ce croisement entre la littérature radicale française et le militantisme noir américain est l'un des épisodes les moins documentés de la période, et pourtant l'un des plus féconds sur le plan intellectuel. Eldridge Cleaver a passé sa vie à chercher un ennemi à sa mesure. Il en a trouvé un grand. Le racisme américain, le système carcéral, la violence d'État. Et il y a mis toute sa force, toute sa langue, toute son intelligence. Il a aussi cherché cet ennemi là où il n'était pas, dans Huey Newton, dans les femmes qui traversaient ainsi sa route, dans des conversions religieuses successives qui ressemblaient moins à une foi qu'à des tentatives de trouver quelqu'un d'autre à obéir. Il n'a jamais trouvé la paix. Certains ne la trouvent pas. Ce n'est pas une défaillance morale, c'est juste ce que certaines vies font. Pour situer chronologiquement, Cleaver rentre aux États-Unis en novembre 1975. Il est d'abord mis en liberté conditionnelle sous caution. En 1977, les charges initiales pour la fusillade de 1968 sont réduites à une peine de temps déjà purgée et à un service communautaire. Il ne retourne jamais en prison pour ces faits. Sa conversion évangélique est publique dès 1976. Il cofonde en 1978 une communauté religieuse californienne qu'il abandonne 2 ans plus tard. Son adhésion à l'Église de l'Unification de Moon est brève, quelques mois en 1979. Il se déclare mormon à partir de 1983. Aucune de ses affiliations ne dure. Dans notre prochain épisode, nous quittons la rage et le verbe pour entrer dans l'image. Emory Douglas, ministre de la Culture du Black Panther Party, l'homme qui a dessiné la révolution. Ses affiches ont habillé les murs d'Auckland, de Harlem et jusqu'en Algérie. Elles sont aujourd'hui dans des musées d'art contemporain. C'est l'épisode 5.
Si cet épisode vous a touché, abonnez-vous à Figures du Black Panther sur Spotify et laissez un commentaire. Chaque retour compte pour la suite. À tous mes noirs et aux blancs qui ont lutté pour la cause.